Alain Brett propose une série de conférences sur le thème des notions fondamentales de l'ère du Verseau. Aujourd'hui, il nous parle du karma. Alain Brett est écrivain, formateur en art-thérapie évolutive et éditeur. Il relie dans ses enseignements psychologie transpersonnelle, ésotérisme, art et spiritualité contemporaine. Il raconte aussi beaucoup d'anecdotes de son quotidien. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir nous allons parler du karma. Et avant de passer aux questions, je vais présenter un peu brièvement le karma. Je vais lire le préambule de mon livre sur le karma, source de créativité, parce que ça pourrait donner le ton de ce soir. Il disait: le karma est une force neutre qui se colore de la nature de nos actes, de nos désirs, de nos sentiments, de nos intentions, de nos pensées, de nos rêves et de nos aspirations. Plus l'on consacre de temps à son ego, et plus le karma limite notre potentiel créateur et notre liberté d'être. Plus on s'efforce de faire croître la lumière de son âme, et plus le karma s'écoule comme source bienfaisante. Donc pour moi, le karma, bien évidemment, c'est le mal-aimé. Tout le monde dit mon karma, c'est mon karma quand il arrive un problème dans l'existence. Enfin, tout le monde non. Les gens qui sont réincarnationnistes, ou c'est rentré dans le langage courant, on voit souvent ça au cinéma, des gens qui disent c'est mon karma. Mais le karma, on le voit la plupart du temps comme quelque chose, un karma de rétribution, mais de rétribution de choses pas marrantes à vivre, des choses difficiles, un peu comme s'il y avait quelque part une banque de données là-haut avec crédit et puis débit, et que le karma ne s'accordait qu'avec la case débit. Le karma, on pourrait dire que le karma, c'est l'école de la vie, l'école de l'évolution. C'est par le karma que les êtres évoluent. S'il n'y avait pas de karma et encore moins de réincarnation, eh bien, comment évoluer ? On n'aurait pas de possibilité de le faire, ou alors ça prendrait un temps fou. Parce que le karma, c'est l'école de la vie, en permanence. Prenons un exemple actuel. Ce qui se passe dans la bande de Gaza. Eh bien, les membres du Hamas ont décidé d'attaquer Israël. Il en est ressorti au moins 1200 morts. La cause a été posée. Une cause, ils se sont vengés. Parce qu'il y a le karma qui existe entre Israël et la Palestine, ça fait maintenant 68 ans qu'il existe, ce karma. Ce qui fait que plus ça dure dans le temps, et plus les effets induits par les causes sont de plus en plus négatifs. Que s'est-il passé? Le Hamas a attaqué Israël, relation de cause à effet, Israël se venge. Eh bien, aujourd'hui, on en est à 30 000 Palestiniens qui sont morts, et des Palestiniens qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qui s'était passé. Et ça peut durer comme ça pendant longtemps, jusqu'au moment où il y aura une décision qui sera prise. Et à ce moment-là, nouvelles causes, de nouveaux effets pourront être induits. Mais tant que ce n'est pas le cas, eh bien, ça s'amplifie et ça peut durer comme ça très longtemps. Il y a des personnes qui ont des karmas qui peuvent s'étaler sur une vie entière. D'autres sur 2, voire même 3 vies. Quand on ne règle pas une problématique, eh bien les choses se renouvellent, se repositionnent. Alors pas forcément de la même manière, mais quelque part c'est quand même le cas, c'est un petit peu identique. Ce qui fait que le karma, quand il est bien vécu, c'est ce qui nous permet d'accéder au libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre ? Tout simplement parce que le karma nous permet de prendre conscience de ce que l'on met en place. Quand on se rend compte qu'on pose un acte et que des effets en découlent immanquablement, alors ça peut être immédiatement, ce qu'on appelle le karma immédiat, ça peut être à plus ou moins long terme, ça peut être à très long terme, mais quand on se rend compte qu'il y a des effets qui sont induits par des causes qui ont été émises antérieurement, eh bien,
à un moment donné, qu'est-ce que l'on fait? On commence à réfléchir sur ce que l'on fait, sur ce que l'on met en place, et on peut ainsi commencer à agir de manière beaucoup plus féconde. Parce qu'on se rend compte que le karma agit pour une personne, mais il agit aussi pour un groupe. Il peut agir pour une famille, il peut agir pour une famille, un collectif. Et il y a aussi le karma d'un pays, le karma de l'humanité entière. L'humanité est emportée dans un karma. Pour le moment, le karma de l'humanité, il est toujours plutôt dans la case débit que dans la case crédit. Tout simplement parce que chaque instant, il y a des millions de formes pensées, de peur, de haine, de séparativité qui sont émises. Et tout ça, ça engendre sur le plan collectif, de l'inconscient collectif de l'humanité, ça engendre des effets qui ne sont pas forcément favorables. On le voit, il y a des pays dans lesquels il ne fait pas bon vivre, et ces pays engendrent des karmas, et malheureusement, les karmas, quand ils sont engendrés, des karmas qui ne sont pas féconds, qui sont des karmas des karmas collectifs qui nuisent à l'intégrité des êtres, eh bien les choses s'amplifient considérablement. Donc voilà, c'est une loi d'évolution, et le karma c'est aussi en lien avec la destinée de naître, puisque je pose un acte, des effets vont en découler. Quelle est la destinée que je mets en place? Ce qui fait que quand on commence à bien réfléchir sur ce que l'on fait, sur ce que l'on met en place, sur le sens des responsabilités, on peut se créer un devenir extrêmement fécond, tout comme on peut se créer un devenir qui serait catastrophique. Donc voilà, le karma, c'est aussi énormément en lien avec la destinée de chacun, la destinée d'un groupe et la destinée collective. Pour le moment, l'humanité, elle est une. Donc, tant que les pensées de séparativité prennent le pas sur les pensées d'amour, eh bien, le karma de l'humanité sera toujours du côté de la case débit et non pas de la case crédit. Le jour où ça changera, eh bien, l'humanité vivra peut-être un jour dans une sorte de paradis terrestre, mais un paradis terrestre sur Terre, parce que les pensées qui seront émises, les actes qui seront émis engendreront des effets extrêmement positifs pour le plus grand nombre, pas que pour un individu. Donc le karma individuel, karma collectif. Et le karma, c'est vrai que c'est l'humanité qui, généralement, on parle de karma de l'humanité, mais le karma peut aussi fonctionner pour des animaux. Alors les animaux n'ont pas le sens de la responsabilité individuelle et collective, mais n'empêche que ça joue à tous les niveaux. Archimède, qui est là, présent avec nous, a un très très bon karma. Il a des maîtres qu'il aime, il adore ses maîtres. Donc voilà, donc il se crée une vie extrêmement agréable. Et mon toutou. Hein. Donc voilà, j'ai un peu dressé le tableau général, parce que moi, ce que j'aime bien, aborder le karma sous forme de potentialité créatrice. Je considère que le karma, c'est un fabuleux instrument pour se transformer dans le bon sens du terme, pour évoluer. Pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé le livre que j'ai écrit sur le karma il y a plusieurs années, Karma, source de créativité. Alors c'est vrai que le karma, c'est le mal-aimé, et je l'ai dit au tout début. Alors le karma, c'est une notion donc, qui vient bien évidemment d'Orient, essentiellement de l'Inde, et qui est entrée, la connaissance du karma et de la réincarnation est entrée dans le monde occidental à partir de 1875. C'est Helena Blavatsky, la fondatrice de la Société théosophique, qui a enseigné au monde occidental tout l'enseignement de l'Orient, que ce soit celui de l'Inde, du Tibet, de la Chine et du Japon. Donc c'est elle qui a amené la connaissance en Occident du karma et de la réincarnation. Donc ces enseignements ont été transmis par son école, qu'elle avait fondée à l'époque, qu'on appelle la théosophie. Et très vite, ça a été repris dès le début du XXe siècle par les écoles rosicruciennes, il y en a 3, par l'anthroposophie de Rudolf Steiner, et aujourd'hui c'est essentiellement véhiculé par les mouvements du Nouvel Âge.
Donc voilà, le karma, ça fait maintenant 150 ans que c'est connu en Occident. Avant, le karma, on n'en parlait pas en Occident. Alors il y avait bien quelques groupes, je pense aux druides qui avaient la connaissance de la réincarnation, mais à ma connaissance, ils n'ont jamais vraiment, en tout cas il n'y a pas d'écrit, ils n'ont jamais vraiment insisté sur la notion de karma, et même les écoles gnostiques chrétiennes, donc ésotériques chrétiennes, avant la théosophie, j'ai pas trouvé de traces du karma, bien que ça pu être enseigné à des groupes, dans des groupes très fermés, sans qu'il y ait de production écrite dessus. Donc voilà, ça a 150 ans et ça a fait son chemin depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, le karma, c'est connu du plus grand nombre, en tout cas en Occident, et bien évidemment en Orient. Mais le karma, la connaissance du karma n'est pas forcément toujours favorable. Regardez en Inde, ce qui se passe en Inde, le karma, ça fait des milliers d'années. L'hindouisme, Krishna, ça a à peu près 4500 à 5000 ans par rapport à aujourd'hui. Donc ces notions étaient enseignées. Mais pour un Indien classique, s'il naît dans des conditions défavorables, il considère que c'est son karma, que c'est comme ça, et tout ce qu'il espère, c'est que dans la vie suivante, eh bien, ça ira beaucoup mieux, qu'il aura un meilleur karma, sans prendre la peine de vouloir influer dans cette vie sur son existence pour la transformer. Voilà. Malheureusement, en Inde, le karma a amené la passivité. Alors le karma n'y est pour rien, c'est l'attitude indienne qui a fait que ça a été sacrément dénaturé. Donc le karma, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour amener la passivité au sein d'un groupe humain. C'est fait pour l'amener à se transformer dans le bon sens du terme. Donc voilà, c'est maintenant peut-être des questions qui sont en lien avec les quelques thèmes que je viens d'évoquer, ou alors d'autres, parce que le karma, c'est quelque chose de sacrément vaste, ça touche des quantités de domaines dans la vie. Enfin, ça nous touche, non, ça nous touche en permanence, au quotidien, quoi qu'on fasse. Quoi que l'on fasse, on est dans des manifestations de causes qui induisent des effets, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi qu'on fasse, donc le karma, il est permanent. C'est pour ça que le karma, il ne faut pas le voir comme le truc qui nous tombe sur le coin de la tête. C'est un moyen fabuleux pour évoluer, pour se transformer. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vraiment faire la différence entre le karma et la destinée? Parce que souvent, en fait, on dit le karma, c'est la destinée. Enfin, pour les gens non connaisseurs. Oui. Et du coup, moi, j'aimerais bien, avec des mots simples, être capable de bien répondre à cette question la prochaine fois qu'on en parlera. Alors, c'est vrai, c'est vrai pour beaucoup, c'est pas vrai forcément pour tout le monde. Je prends, par exemple, en astrologie, quand on fait le thème natal, on considère que le thème natal, c'est le plan de l'incarnation pour la personne. Mais le thème natal, la personne, elle peut ne pas l'atteindre, elle peut l'atteindre ou elle peut largement le dépasser. Enfin, le plan qui était prévu pour son incarnation. Ce qui fait que la destinée, des personnes qui ne se remettent pas suffisamment en question, eh bien, on pourrait dire qu'elles sont un peu sur des rails et la route est toute tracée et on pourrait même presque faire des pronostics comme ça de ce qui leur arrivera d'ici 10, 20 ou 30 ans. Donc là, la destinée, malheureusement, elle joue, mais en leur défaveur. Ce qui fait que la notion de karma permet de se créer une destinée, sa propre destinée. Alors soit on la subit, soit on la met en place, et dans ces cas-là, eh bien, on a une vie qui est extrêmement riche. C'est ce que j'appelle la force de l'intention. On émet des intentions. Si l'intention que l'on émet sont de basses vibrations, du style une personne qui ne s'aime pas, qui considère qu'elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle ne mérite pas, que ce n'est pas pour elle, elle se crée une destinée qui va en lien avec ce qu'elle a mis en place, avec sa pensée. Donc, bien évidemment, sa vie sera loupée. Et puis les gens qu'elle contactera, puisqu'elle envoie des ondes négatives, les gens lui confirmeront qu'effectivement elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle n'est pas capable et qu'elle n'arrivera à rien. L'être qui fait le contraire et qui considère que tous les possibles sont réalisables, il se crée lui aussi une destinée. Sauf que la destinée qu'il se crée, elle est mutable. Et elle peut... Par exemple,
Un être va se créer une destinée. Je prends un exemple. Je peux imaginer que dans 20 ans, j'aurai écrit 10 livres de plus. Je peux me programmer pour ça. Mais peut-être que, alors là, ça c'est l'intention, mais peut-être qu'en cours de route, il va y avoir une autre opportunité qui va se présenter. Et peut-être que les 10 livres, ce sera peut-être pas la peine de les écrire, ou peut-être que j'en écrirai que 5, ou peut-être que j'en écrirai 15, ou peut-être que j'en écrirai aucun, mais que je ferai toujours quelque chose qui sera en lien avec devenir être créatif. Je me crée, dans ces cas-là, je vais me créer une nouvelle destinée, et cette nouvelle destinée peut m'amener à me créer une nouvelle destinée, et encore une nouvelle destinée. Tout simplement parce que la personne, ce type de personne est mutable, ce type de personne laisse la porte ouverte à tous les possibles, à tous les réalisables. Donc la destinée, elle joue pour tout le monde, sauf que, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la crée, cette destinée? De quelle manière? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais c'est complexe, hein, le karma, de toute façon. Enfin, je trouve que karma et destinée, c'est compliqué, mais oui, c'est répondu en partie. Mais le karma, est-ce que c'est plus en fait quelque chose qui bouge, enfin qui est dans le mental, on parlait des pensées aussi tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est ça en fait, c'est les intentions, les pensées qu'on met dans le karma? Exactement, les actes aussi, il y a un acte que l'on pose, une intention que l'on pose, une pensée que l'on a. Quelqu'un qui émet une pensée de haine vis-à-vis d'une tierce personne, eh bien, quelque part, elle nuit à la tierce personne. Donc elle se crée un karma ce qui fait qu'elle va se mettre dans une situation où, éventuellement, elle rencontrera des gens qui feront la même chose vis-à-vis d'elle qu'elle fait vis-à-vis d'autres. Et pas pour la punir, tout simplement parce qu'elle a mis en place un système. Voilà. Alors ça, mettre en place un système, c'est une destinée. C'est pour ça que tu disais que le karma est en lien avec la destinée. Absolument, en permanence. C'est le chemin en fait, et le karma, c'est le point de départ de ce qu'on peut faire Exactement. Pour orienter telle ou telle destinée. Et puis le karma, on a souvent tendance à penser que c'est des trucs, des causes qui ont été émises dans le passé. On peut créer un nouveau karma à chaque instant. Maintenant, là, je mets en place quelque chose, eh bien, je vais induire des effets à plus ou moins long terme. Donc, il y a des multitudes de karmas qui se mélangent les uns aux autres au cours de notre existence. Alors, quand je dis karma, c'est jamais négatif. C'est des destinées ou des destins ou des rencontres. Les synchronicités sont émises la plupart du temps par les manifestations karmiques. Une intention, je prends un exemple que j'aime beaucoup, il est vrai, il est réel, c'est deux personnes, l'un est parti aux États-Unis depuis une dizaine d'années et celle qui était restée en France avait perdu contact avec l'autre personne et entre-temps elle avait déménagé et donc impossible de se contacter l'un et l'autre. Elle avait envoyé 2 fois des lettres à une adresse qu'elle avait aux États-Unis mais les lettres lui étaient revenues parce qu'elle n'habite plus à l'adresse indiquée. Et un jour, elle se dit, il faut absolument que je rencontre cet ami, je veux le revoir absolument. Et elle émet comme ça une intention extrêmement forte, puissante. Et elle décide encore une fois de réécrire à l'adresse où elle avait reçu 2 fois des retours en disant, n'habite plus à l'adresse indiquée. Elle prenait le train, c'était à la gare, et avant de monter dans le train, elle dépose la lettre dans la boîte à la gare. Elle était très pressée, elle ne fait pas attention que sa lettre tombe par terre. Et elle prend son train. Et arrive derrière une personne vachement gentille qui voit une lettre par terre, qui se dit tiens, elle est tombée. La personne ramasse la lettre pour la mettre dans la boîte et elle regarde comme ça par curiosité l'adresse. Ben, la lettre lui était destinée. Oui. La personne était revenue des États-Unis depuis quelques jours et avec aussi l'intention de retrouver son ami qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Donc voilà, une intention a été émise très forte, donc une cause a été émise, eh bien des effets en sont arrivés. Donc voilà, c'est le destin, les synchronicités, tout ça c'est le karma qui est en route, la mise en route du processus karmique. Ça agit tout le temps, à tous les niveaux. Et là, quand tu parles, deux personnes ont mis la même intention. En fait. Oui, ça amplifie le phénomène. Absolument. Même s'il n'y en avait qu'une seule qui avait mis l'intention, ça aurait peut-être pu marcher. Alors, peut-être aussi bien, peut-être pas aussi rapidement, mais en tout cas, une intention a été mise et quelque part, il y a une réponse qui doit être donnée. La réponse, elle aurait pu être de la part de l'autre personne de s'en désintéresser totalement et de continuer sa route. Ça aurait pu être aussi son intention, mais ce n'était pas le cas.
Donc il y a eu, comment dire, il y a eu résonance entre deux intentions très fortes et des effets sont arrivés, des effets bénéfiques à la fois pour l'une et pour l'autre. Oui. Oui, donc est-ce que tu pourrais nous parler, parce que souvent on parle de lien karmique. Qu'est-ce que c'est que le lien karmique? Les liens karmiques, donc tu veux parler entre des personnes d'une vie sur l'autre? Bah oui, quand on dit, voilà, j'ai des liens karmiques avec quelqu'un, par exemple. Alors j'ai tendance à penser, je dis bien j'ai tendance à penser, c'est pas forcément la réalité ultime, que les résonances karmiques sont des liens d'attachement. Alors que ce soit des attachements qui nous pourrissent l'existence ou des attachements que l'on a envie d'avoir parce que c'est très porteur, c'est très fécond. Il peut y avoir aussi l'amour qui est là entre deux êtres qui vont se retrouver. Mais je ne mets pas ça en lien avec des rencontres d'âme à âme, plutôt d'ego à ego. Et pour moi, les rencontres karmiques d'âme à âme, j'appelle ça les rencontres dharmiques, de dharma, de rencontre. Alors bon, c'est ma façon de voir les choses. En tout cas, quand il y a une rencontre karmique, c'est lié à une forme d'attachement quelconque. Sinon, il n'y a aucune raison que 2, 3, 4, 5 ou 10 êtres se retrouvent d'une vie à l'autre s'il n'y a pas un lien très fort qui les réunit. Ça peut être aussi bien l'amour que la haine. L'indifférence, non, parce que s'il y a indifférence, il n'y aura pas de résonance karmique, il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Mais l'attachement, c'est l'attachement quel qu'il soit l'attachement qui fait que des êtres se... Encore une synchronicité, parce que là, ça m'y fait penser. On est à Détroit aux États-Unis dans les années 20, il y a deux familles, une catholique, une protestante. Et à Détroit, dans les années 20, les protestants qui étaient majoritaires voyaient d'un très très mauvais œil les catholiques. Et Roméo et Juliette, un jeune homme d'un côté et une jeune femme de l'autre, donc 17-18 ans, tombent profondément amoureux et les parents ne veulent pas en entendre parler, ils les séparent et comme ce sont des personnes, des jeunes et gens de bonne famille, ils obéissent à leurs parents. Et ils se marient, c'est les parents qui leur choisissent le compagnon, ils ont des enfants, ils mènent leur vie, jusqu'au moment où ils deviennent l'un et l'autre veufs. Ils ont 70 ans d'un côté et 71 ans de l'autre. Ça faisait 60 ans qu'ils étaient séparés, 50, une soixantaine d'années, mais ils étaient toujours en lien, ils pensaient toujours, l'un pensait toujours à l'autre, et réciproquement. Ils étaient toujours en lien, même s'ils ne s'étaient pas revus depuis, puisque les familles les avaient séparés. Ils deviennent veufs l'un et l'autre en même temps. Ils décident de se faire un plaisir, de faire une croisière. Bien évidemment, ils prennent des billets sur le même bateau. Le premier soir, il y a réunion de gala, et il y a un vieux monsieur et une vieille dame qui se trouvent à la même table. Et ce vieux monsieur et cette vieille dame, mais c'était ce jeune homme et cette jeune femme qui s'étaient retrouvés près de 60 ans plus tard, et ils se sont mariés sur le bateau. Voilà. L'attachement, un attachement extrêmement fort, c'est-à-dire que 60 ans, eh bien, leur amour était toujours aussi vif, aussi présent, aussi fort. Eh bien, c'est leur amour qui les a réunis. Et rien n'avait été conçu pour ça, simplement une intention très forte de garder le lien avec l'autre. Donc attachement. Mais il y a des bons attachements, puis il y a des attachements dont il faudrait mieux se défaire. Il y a des liens karmiques comme ça. Imaginons un couple, lors d'une vie, c'est la femme qui mène une vie impossible à l'homme. Ils se retrouvent la vie suivante, c'est le contraire, c'est l'homme qui mène la vie impossible à la femme. Ils ont créé des liens. Ils vont se retrouver, alors pas forcément en tant que mari et femme, ils peuvent se retrouver frères et sœurs, ils peuvent se retrouver grand-père, petit-fils et ainsi de suite. Enfin, peu importe, ils vont se retrouver. Et si jamais ils n'arrivent pas à s'harmoniser l'un et l'autre, eh bien ce lien d'attachement, mais qui n'est pas forcément très sain, va se reproduire dans cette vie et peut-être encore dans la suivante. Alors on pourrait dire un coup l'un, un coup l'autre, eh bien maintenant il faut équilibrer. Alors imaginons qu'ils s'équilibrent, que ces deux êtres se mettent à s'aimer profondément, ils ne vont pas forcément se retrouver dans les vies suivantes. On pourrait dire qu'ils auront récupérer une problématique, ils auront pas récupéré, ils auront
régler une problématique. Et peut-être qu'une fois cette problématique réglée, chacun partira de son côté, créer d'autres rencontres, d'autres karmas, ou peut-être que ça va durer encore comme ça pendant longtemps. Ils pourront se retrouver de vie en vie, peut-être pas la suivante, mais peut-être dans 3 ou 4, parce que un lien a été très fort, a été posé. Voilà. Il semble qu'il y a peu de hasard dans l'ensemble des rencontres qu'on fait, enfin, c'est ce que j'ai compris, et que on a aussi probablement déjà rencontré une très grande partie des gens qu'on rencontre dans notre vie, ce qui voudrait dire qu'on a en fait beaucoup de liens karmiques avec beaucoup de gens qu'on rencontre dans notre vie. Oui, alors heureusement que ça ne se passe pas toujours de cette manière, de manière très précise, parce que dans ces cas-là, on vivrait en vase clos, quoi. Ce seraient les mêmes personnes qui se retrouveraient pendant des vies, des vies et des vies et des vies. Une rencontre peut se faire là, maintenant, aujourd'hui. Eh bien, on va créer un lien nouveau avec quelqu'un que l'on n'avait jamais rencontré dans nos vies passées. Un nouveau lien va se créer. Donc il se crée des liens en permanence, il se délie des liens en permanence, et il y a des liens qui s'éternisent en permanence. Alors c'est vrai que quand on rencontre une personne et qu'on a l'impression de toujours l'avoir connue, on peut se dire qu'il est fort probable que c'est une personne avec laquelle on a cheminé à un moment donné de nos vies passées et qu'on est très content de se rencontrer. Et peut-être que ça ne va pas durer longtemps. Moi je pense à des rencontres que j'ai eues comme ça, qui ont duré le temps de quelques mois, de quelques années, et puis après à un moment donné, chacun poursuit sa route, on perd les adresses les uns des autres, la vie reprend ses droits, et peut-être que le lien sera rompu à jamais, peut-être qu'il ne le sera pas, et qu'on se retrouvera dans une autre vie à un moment donné. Je pense, une anecdote, quand je travaillais, quand j'étais disquaire à la FNAC, à l'époque, la FNAC, le samedi, c'était monstrueux, quoi. On était comme ça dans les allées, il y avait un monde fou, et j'étais au rayon musique classique, la coupole où j'étais là pour les vendeurs était au centre du rayon, donc un rayon circulaire, c'était noir de monde pour pouvoir aller dans le rayon, on se bousculait comme ça, et j'avais un nouvel ami, c'était que j'ai rencontré comme ça à un moment donné, on s'est perdu de vue après, mais on devait se connaître dans le passé, qui avait pris contact avec moi parce que je m'intéressais à un enseignement ésotérique qu'il connaissait, qu'il avait étudié en Roumanie, donc c'était un réfugié politique, et ayant pris contact avec moi, donc on a sympathisé, et il me dit, j'ai un de mes grands amis roumains qui vient de s'échapper, il a réussi à s'échapper de Roumanie, il faut que tu le rencontres parce que vous allez vous entendre à merveille. Et donc il m'avait dit, il viendra au rayon samedi après-midi. Donc je savais que quelqu'un allait venir, donc j'étais au centre, à mon bureau là, et puis à un moment donné, je vois quelqu'un arriver de notre rayon, il y avait 3 marches à descendre, je savais que c'était lui, et il s'est passé un truc amusant, c'est que dans mon esprit, en tout cas pour moi, tout s'est arrêté. Je sais pas, il y avait au moins 200 personnes dans le rayon, et puis 200 personnes tout d'un coup figées, qui ne bougeait plus. Alors, personne n'a été figé, c'était la sensation que j'ai eue, tout le monde était figé. Lui m'a vu au milieu de ces 200 personnes, moi je l'ai vu au milieu de ces 200 personnes, on a couru l'un vers l'autre. Comment on a couru l'un vers l'autre? Je n'en sais rien, puisque on était comme ça dans ce rayon. On est tombé dans les bras, et quand on est sorti, quand on a arrêté de se faire un hug, tout le monde s'est remis à bouger dans tous les sens. Donc on pourrait dire qu'à ce moment-là, la retrouvaille était tellement forte qu'on est rentré presque dans une sorte d'univers parallèle, le temps de quelques minutes en tout, pas plus. Hein. Tout s'est arrêté, mais rien s'était arrêté. Et ça m'est arrivé, ce genre de truc, ça m'est arrivé 2 fois. Dans une foule, comme ça, tout s'arrête. Comme si j'avais le pouvoir de figer tout le monde. Alors attention, hein, je peux figer tout le monde. Non, c'était une sensation. Une sensation parce que la relation était très forte par le passé. Depuis, on s'est perdu de vue, mais il est toujours là, et je suis sûrement toujours là chez lui, ce qui fait que le lien n'est pas rompu. Ou s'il est rompu, il restera toujours présent là. Parce que après, chacun a aussi son propre dharma, son propre karma, chacun poursuit son chemin, poursuit sa route, avec toutes les choses qui sont mises en place par eux-mêmes à chaque instant. Donc, la vie est multiple, on ne se retrouve pas forcément tout le temps. Alors, dire que tout est écrit, moi j'ai du mal. Hein.
le karma, quand il y a une manifestation karmique, on peut dire que c'était écrit. Mais encore, c'est pas parce qu'il y a une manifestation karmique que les choses doivent se passer d'une manière extrêmement précise. On peut influer, heureusement, le libre arbitre fait que on peut influer à chaque instant sur des choses, même des choses terribles. Je pense à ce général nazi qui était en poste à Rome, donc qui tenait Rome entre ses mains, qui pourchassait les Juifs, qui allait envoyer des milliers en camp de concentration, donc un type pas fréquentable. Et il avait un ennemi, c'était un prêtre du Vatican, qui avait créé une filière pour cacher les Juifs qui étaient poursuivis par la Gestapo et de les faire quitter l'Italie. Et le général le savait et le pourchassait. Et il l'a pourchassé pendant 3 ans au moins. Et l'autre, il avait la faculté de se déguiser. Donc il quittait le Vatican. Il y avait les nazis qui étaient là autour, qui le guettaient, mais jamais ils n'ont réussi à l'attraper. Et les Américains étaient aux portes de Rome. Et ce général, il avait une femme et 2 filles. Et il savait qu'il allait être incarcéré et même peut-être mis à mort. Mais il ne voulait pas que sa famille en pâtisse. Et donc il a envoyé un message au Vatican, au prêtre, il lui a demandé de venir. Et le prêtre, il va le voir, et il lui dit, voilà, je vais vous demander un grand service, de faire passer ma femme et mes filles par votre filière. Et le prêtre lui a dit, vous êtes quand même gonflé de me demander ça à moi, et il s'en va. Puis arrivé au Vatican, il se dit, mais je suis un prêtre, je ne peux pas agir comme ça. Et donc il a fait passer sa femme et ses 2 filles par ses filières pour les ramener en Allemagne, chez elles. Et donc le général a été bien évidemment incarcéré à vie, il n'a pas été mis à mort. Et le prêtre est allé le voir. Et ils sont devenus amis, très très proches. Et ce monsieur a changé complètement de comportement. Et il est devenu un grand humaniste. Pourtant c'était un nazi de la pire espèce, parce qu'il a été touché parce que lui n'aurait jamais répondu à une demande pareille. Il a été touché, il l'avait fait comme ça en désespoir de cause, et ça l'a tellement ému que un nazi pouvait être ému, qu'il a complètement changé de paradigme, et ils sont devenus amis jusqu'à ce que le général meure en prison, je crois 20 ans plus tard, et c'est devenu quelqu'un de vraiment bien, ce monsieur. Donc voilà, rien n'est jamais écrit à l'avance. Malheureusement, quand quelqu'un est sur les rails, que tout est écrit à l'avance, c'est que cette personne ne se prend pas en main, n'a pas de libre arbitre, tout simplement parce qu'elle n'ose pas agir, elle n'ose pas se remettre en question, elle n'ose pas lâcher prise. Donc oui et non. Oui et non. Heureusement qu'il y a le nom, parce que sinon ce serait triste, tout serait écrit d'avance. C'est comme si, quelque part, monsieur ou madame Intel, né, je sais pas, le 25 décembre 2021, et avait une vie qui était tracée d'avance, et elle n'a aucun moyen d'agir dessus. Non, c'est pas comme ça, heureusement. Chacun se crée sa propre destinée. Alors on peut se créer une destinée qui était déjà écrite à l'avance, mais pour les gens qui se remettent en question, ils ne suivent pas une voie tracée d'avance, ils prennent des embranchements à des moments donnés, et puis parfois plusieurs embranchements, ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs vies en une seule, au cours d'une seule, et donc plusieurs destinées. Justement, alors, ça je rebondis, dans le chapitre sur le karma, là, il y a un passage qui m'a interpellée, où tu écris la forme prise par la manifestation karmique dépend grandement du niveau d'intégration de notre personnalité, l'ego, et de l'amplitude du rayonnement de notre âme. Oui. Si bien que la manifestation karmique, accompagnant la vie d'une personne qui se consacre à la satisfaction de ses désirs, même les plus élevés, ne peut être la même que pour celle qui place la notion de bien commun avant toute chose. Oui. Et... Alors quelle est la question ? Alors, c'est pas une question, c'est... ça me faisait réfléchir au fait que dans la vie, on croise souvent des personnes qui soit sont sur les désirs, soit sont sur une recherche. Des aspirations, disons. Ouais, une aspiration. Et en fait, alors je sais pas comment... les personnes qui sont sur leur désir ne voient pas qu'elles pourraient aller au-delà pour
faut chercher autre chose. Bah, le désir, c'est une intention forte. Quand Oui, on a c'est une déjà intention une de intention désir, forte. ben, on fait tout pour qu'elle se réalise. On essaye de tout mettre en place pour y parvenir. Alors il y a des désirs qui sont très bas, il y a des désirs qui sont, qui sont méritoires, et puis pourquoi pas avoir des désirs aussi. C'est bien d'avoir des désirs et de pouvoir les réaliser à condition, bien évidemment, que ça ne nuise pas aux autres. Mais c'est vrai que c'est toujours une question d'intention. Oui, La c'est personne ça. qui est pour le bien commun, elle émet des intentions qui sont des intentions d'amour. La personne qui a des désirs égotiques, ses désirs, ses intentions, elles fonctionnent en circuit fermé. Ce n'est que pour elle, au détriment des autres. Donc si c'est un désir qui peut nuire à d'autres, la personne, elle se crée un karma qui n'est on pourrait dire négatif, quoi, momentanément. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va subir les affres de la destinée, mais qu'elle met en place des choses dans son existence et qui un jour il en résultera des effets particuliers. Je pense quand j'étais disquaire à la FNAC, j'avais un collègue qui était chef de département. Il avait une collection qu'on appelait ça d'automates. Et c'était pour lui, c'était cette collection d'automates, c'était tout, c'était son existence, tournait autour de ça. Il n'y avait que ça qui comptait. Il n'était même pas marié, il n'avait pas d'enfant. Toute sa vie était consacrée à ces automates. Et un jour, il s'est fait cambrioler. On lui a volé tous ses automates. Il était au désespoir, tout simplement parce que toute sa vie était axée sur une seule réalisation. Tout l'argent qu'il gagnait servait à se payer des automates. Il y en avait partout chez lui. Voilà, ça a été les affres pour lui, du désespoir. On avait violé son intimité, tout simplement parce que ses désirs étaient à circuit fermé, quoi. Alors c'était pas un karma, il n'a pas été puni tout simplement, et c'est que tout simplement comme il avait une collection qui avait de la valeur, et il en parlait, donc beaucoup de gens le savaient, ça a attiré des convoitises de personnes indélicates, donc il s'est fait dévaliser, tout simplement. Voilà, c'est ça le karma, hein. Des conséquences que l'on pose, mais il n'a pas été puni, pas du tout. Il a envoyé dans les éthers de l'espace des intentions, de valorisation de lui-même, parce que il ne vivait qu'à travers sa collection d'automates. C'était ce qui faisait sa raison d'être, et puis c'est ce qui le valorisait au reste du monde. Il avait une collection unique au monde, enfin il considérait qu'il avait une collection unique au monde, donc comme il a envoyé ça dans les éthers de l'espace, des gens habiles sont introduits chez lui avec un camion. Et puis voilà, ce qu'il en est résulté. Il n'a pas été puni, c'est simplement des conséquences émises par lui-même. Alors il aurait pu très bien ne pas être cambriolé, il aurait pu très bien vivre avec... Mais comme il avait une énorme fierté vis-à-vis de ça, c'était un sentiment très égotique et égocentrique, et bien quelque part, il a attiré des intentions qui étaient néfastes pour lui. C'est ça le karma. Mais ça marche aussi dans l'autre côté, pour quelqu'un qui est dans le bien commun, qui aide les autres, qui se dévoue, qui donne de son temps, qui donne de lui-même. On avait un ami, Marie-Odile en a parlé, c'était, je ne sais plus avec qui aujourd'hui, il disait que quand elle a commencé, oui c'était en vidéo, là, quand elle a commencé l'art-thérapie évolutive, elle est allée enseigner l'art-thérapie dans un centre, enfin dans une grande maison à Saint-Malo. C'était un couple qui était célèbre à l'époque parce que la femme écrivait des livres. Ils avaient adopté 22 enfants. Et des enfants, ils allaient chercher des enfants qui étaient souvent dans des états psychiques et physiques déplorables à travers le monde. Donc il y avait des enfants trisomiques, mais ils allaient les chercher et ils les ramenaient comme ça, c'était incroyable. Ils prenaient l'avion avec un enfant qui ramenait d'Inde, qui était trisomique, personne ne leur demandait quoi que ce soit, ils en ont ramené comme ça 22. Et j'ai perdu le fil là. Pourquoi je parlais des... pour le karma, parce que oui. Donc oui. Amaris, le mari, faisait des conférences parce que pour avoir de l'argent, parce que faire vivre 22 enfants, ils ne travaillaient pas l'un et l'autre bien évidemment. À l'époque, ils nous disaient qu'ils avaient besoin pour nourrir la famille de 3 ou 4 000 euros par mois parce qu'ils avaient un jardin, on mangeait la nourriture du jardin, ils faisaient le pain, mais ils avaient quand même besoin d'argent pour habiller, pour plein de choses pour les enfants. Donc ils faisaient des conférences, ils se déplaçaient et il avait un leitmotiv, il disait « La vie est généreuse avec les êtres qui sont généreux ».
Et à un moment donné, il y avait un enfant qui était décédé et la femme communiquait avec cet enfant par télépathie et l'enfant leur a dit de là-haut, il y a un grand manoir qui vous attend du côté de Saint-Malo. Il faisait 30 pièces le manoir, c'était énorme, c'est un château, quoi. Mais il fallait une somme très très importante et bien évidemment il n'avait pas un sou. Et donc Amaris part faire une série de conférences pour essayer de récolter de l'argent, mais bon, des conférences à récolter la somme qu'il fallait, c'était pas possible. Mais il partait du principe, il partait à la pêche, il disait je suis dans une dynamique de bienveillance, de bonté, l'abondance est là, elle doit être là. Et une conférence à Paris, il y a une femme qui vient le voir à la fin de la conférence et qui lui dit écoutez, moi je ne peux pas faire grand chose pour vous parce que mes moyens sont très limités, mais allez voir téléphoner à ma tante, peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour vous. Il téléphone à la tante, une vieille dame qui le reçoit et il raconte son histoire. Elle dit achetez une valise bien solide et venez avec moi à la banque. Elle a vidé son coffre, il y avait des louis d'or qu'elle avait depuis des années et des années. Et il y avait exactement la somme qu'il fallait, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, c'était une grosse somme. Donc il est parti avec sa valise qui devait peser une tonne. Et ben voilà, c'est pour lui, c'était comme ça. La vie est généreuse avec ceux qui sont généreux avec les autres. Le karma, mais un karma extrêmement positif. La femme s'appelait Les Mariés. Elle est très connue, elle a écrit plein de livres chez Robert Laffont dans les années 70-80. Je sais plus. Son fils s'appelait Abel, mais... Je sais plus comment elle s'appelait la femme. Le couple était très connu, ils avaient énormément de gens qui tournaient autour d'eux, mais pas suffisamment pour acheter un château de 30 pièces dans un immense parc. Donc voilà, c'est ça aussi la manifestation karmique, là c'est plutôt une manifestation dharmique, d'âme. Et cette vieille dame, peut-être qu'elle était en lien avec lui d'une vie à l'autre, peut-être pas, peut-être que c'était simplement une dame extrêmement généreuse, touchée par l'histoire, ou peut-être qu'elle connaissait le couple, qu'elle avait lu l'un des livres et qu'elle s'est dit tiens, je vais faire quelque chose pour eux. Et tu peux raconter aussi ton histoire avec les livres d'Elisabeth Wardon par exemple, ou des livres... Quand tu étais éditeur? Ah oui, à l'époque, j'étais libraire, donc je gagnais le SMIC, quoi, comme tout bon libraire, et puis je suis plutôt dépensier, donc moi le 15 du mois, les poches étaient un peu vides, et j'avais cinq manuscrits à la maison, qui sont là, du reste que j'ai édité, de reste, les livres de la vie, le livre de la joie, le livre de la connaissance, l'ère du Verseau et ses orientations, et je voulais les faire éditer. Mais j'étais pas éditeur, j'étais libraire, et donc j'ai passé un certain temps à contacter des éditeurs, et puis jamais personne, et puis un jour je me dis, je vais le faire. J'étais pas éditeur, j'étais libraire, mais bon, ça doit pas être compliqué d'être éditeur, d'éditer un livre. Donc je commence par le premier, le livre de la joie. Et à l'époque, c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Quand on prenait contact avec un imprimeur, on avait 90 jours pour le payer. Aujourd'hui, c'est la moitié à la commande et la moitié à la réception du livre. Et pour tout le monde. À l'époque, c'était vraiment génial. Et donc, je mets le livre en fabrication. Et donc, l'équivalent, je sais pas, aujourd'hui, ce serait... au moins 5 000 euros, quoi. C'est pour 5-6 000 euros pour éditer ce livre. Et j'avais pas le moindre sou. Et quelques jours avant l'échéance, donc quand je dis quelques jours, c'était une semaine avant l'échéance, j'avais rien sur mon compte. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose, parce que je savais que je pourrais payer l'imprimeur en temps et en heure. Pour moi, c'était une certitude. Je ne savais pas comment, mais je le paierais. Une cliente de la librairie, je lui avais raconté l'histoire du manuscrit, elle m'invite, elle me dit je vais partir 3 mois dans ma famille en Suisse, j'ai pas besoin, je vais être nourri, logé, j'ai pas besoin d'argent, et elle me donne une grosse enveloppe en quittant le repas. Je dis merci à la dame, il y avait 1 500 euros dedans, c'était un don, hein.
Deux jours après, je suis contacté par une personne que je connaissais comme ça de longue date, mais on se voyait une fois par mois lors d'une réunion de méditation, c'est tout. Et la personne venait d'être à la retraite, ils allaient quitter la région parisienne, et on avait sympathisé comme ça à chaque fois qu'on se voyait lors de ces réunions. Et elle m'invite à manger avant de partir, ce qu'elle n'avait jamais fait. Et je lui raconte l'histoire, elle me dit « Oh, mais je connais le manuscrit, je l'ai ». Et elle me signe un chèque de 1500 €, comme ça, un don. La veille de l'échéance, je reçois un chèque de 2500 € de quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors je l'appelle, je lui dis mais pourquoi vous... Il me dit mais parce que j'ai le manuscrit à la maison, je suis tellement content. Il avait entendu par la bande qu'il y avait quelqu'un qui allait éditer ce livre, il était tellement content qu'il voulait participer. Alors j'ai dit mais vous savez, je pourrais pas... Il me dit mais c'est un don. J'ai dit mais vous ne me connaissez pas, je pourrais aller jouer cet argent au casino. Il me dit mais non, j'ai confiance. Bon mais voilà, j'ai payé le livre en temps et en heure, le jour précis, alors que je n'avais pas un sou. Et des histoires comme ça, j'en ai des quantités. C'est simplement quand une intention forte, je savais que je le paierais en temps et en heure. Je ne savais pas comment. Mais je savais que c'était le cas. Ça ne pouvait pas être, dans mon esprit, ça ne pouvait pas être autrement. Donc voilà une manifestation karmique extrêmement positive. Et pour les 4 autres, ça a été du même acabit, sauf que la deuxième fois, c'était pas 6 000 €, c'était 12 000 € de cadeaux. Ouais. Je voulais vous demander justement, parce que là, on voit qu'il y a des potentiels qui vous sont arrivés assez incroyables, en fait, et votre livre, c'est donc source de créativité, le karma. Oui. Comment est-ce qu'on peut justement... parce que quand on n'a pas l'intention, en fait, on a l'impression qu'on peut réussir quand on a des intentions, des intuitions fortes, des désirs, on sait que ça va marcher. Et donc, on peut peut-être jouer sur la créativité comme ça, mais qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à des gens qui n'ont pas forcément ça qui se manifeste, vous voyez, ou pas, parce que ces intentions fortes, c'est des intentions désir en fait, parce que vous dites que le karma peut être source de créativité. Oui. Donc, comment actionner ça en fait? Mais les intentions, tout le monde a des intentions. Alors, elles sont de quelle nature sont-elles? Est-ce qu'elles sont très très fortes? Est-ce qu'elles sont émises comme ça? Est-ce qu'elles disparaissent dans les éthers de l'espace? Est-ce qu'elles restent en suspension? Alors, c'est vrai que plus l'intention est forte, plus les choses ont des possibilités de se réaliser. Mais c'est pas, il y a des quantités de gens qui émettent des intentions qui ne sont pas aussi fortes que celles dont je viens de parler, et dont les aspirations, les désirs ou même les contraintes se manifestent, parce que elles sont là, en suspens. La personne, elle peut la réactiver de temps en temps, elle peut y penser. C'est un peu comme un égrégore qui est là au-dessus d'elle, une forme pensée qui est là, qu'elle alimente. Même si elle ne l'alimente pas. Il y a des gens qui alimentent ce type d'égrégore comme ça, même totalement inconsciemment. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais même si c'est inconscient, l'égrégore est là, en suspension, et plus il est alimenté, et plus il prend de force, et plus il prend de force, et plus les choses ont de possibilités de se réaliser, d'advenir, quelle qu'elle soit la nature du reste. Donc voilà, tout le monde émet des intentions. Sauf celui qui fait comme je fais, qui émet une intention extrêmement précise, avec un objectif. Cela dit, c'est pas parce qu'on émet une intention forte, extrêmement précise, que la chose va se dérouler telle qu'on l'a imaginée. Mais en tout cas, on met le processus en bonne marche. Et puis, je me souviens d'une fois, j'avais émis une intention, c'était toujours avec les livres, quand j'étais éditeur, une intention très forte avec un diffuseur. Il y avait un diffuseur qui m'intéressait, j'avais un diffuseur, mais pour moi, il n'était pas adapté à nos livres. Et donc, il y en avait un qui l'était, et je vais le voir en toute confiance. Je savais que pour moi, c'était évident qu'il allait me prendre. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça a coulé de source. Et il me refuse. Alors je lui dis, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas, il y a un truc qui marche pas là. J'étais pas très content vis-à-vis de moi-même. Et j'ai cherché ce qui marchait pas, je ne peux pas trouver. J'ai dit, j'ai fait ce que je fais d'habitude, intensément. 6 mois après, ils sont rachetés par un groupe, c'était une édition ésotérique, ils sont rachetés par un groupe catholique. Et le groupe catholique avait acheté cette maison avec une intention de la couler, parce que c'était de l'ésotérisme. Et ils l'ont coulée. Effectivement.
Eh bien, s'il m'avait pris, ben, on aurait perdu tous nos livres, parce que Mario Dill était partie prenante, on aurait perdu tous nos livres, on aurait perdu beaucoup d'argent. Et là, je me suis dit, ah ben oui, ben, l'intention, elle était forte, mais elle a été contrecarrée par nécessité. Donc voilà, il y a des moments comme ça, des petits bugs qui arrivent. Alors il peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un autre avantage. Mais ça, on ne le sait que plus tard. Donc voilà, un bug qui était bienvenu. Mais toujours, il y a toujours une intention, tout le temps. Même s'il est de très très faible intensité. Alors c'est sûr que très faible intensité, il ne va pas y avoir des résonances très très fortes, mais il peut y en avoir quand même. Oui. Non, fini. Hein? C'est quoi qui a contrecarré? Parce qu'en fait, C'est- tu as mis l'intention, tu as fait comme d'habitude. Et là, en fait, ça a contrecarré ton intention. Ah non, j'ai pas contrecarré mon intention, elle a été faite, vraiment, je voulais que ce diffuseur me prenne. Oui, mais c'est pas Mais je n'ai pas compris pourquoi il ne me prenait pas, c'était pas normal, pour moi c'était pas cohérent. Parce que j'étais l'éditeur idéal pour eux, puisque j'étais à fond dans l'ésotérisme. Tu veux dire que le karma, c'est quelque chose qui ne marche pas parce qu'en fait c'est une protection ou ça va amener autre chose d'encore mieux après? Mais il avait marché, mais pas tel que la façon dont je l'avais imaginé. Il y a eu comme ça on va dire, un ange malicieux qui est intervenu. Oui, il y a quand même une intervention, enfin pas extérieure, mais il peut y avoir une intervention pour... Mais peut-être qu'une partie de moi inconsciente avait capté ce qui pourrait se passer, et peut-être que cette partie inconsciente avait émis une contre-indication, je pourrais dire. Peut-être. Tu savais avant que ça a été racheté par les catholiques? Non, il a été racheté après 6 mois après. Ou c'est ton ange gardien. Oui, sauf que mon ange gardien, c'est moi-même, c'est mon âme. Donc je pense qu'une partie de moi avait capté qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire et est intervenu. Et l'inconscient collectif, enfin notre inconscient, qu'il soit individuel ou collectif, a la capacité de capter des événements avant qu'ils arrivent. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme qui a été lancé en 92 aux États-Unis par des scientifiques, des physiciens de l'université de Princeton. Ils étaient au courant des inconscients collectifs, de toutes ces choses-là, mais ils voulaient savoir comment fonctionnait l'inconscient collectif de l'humanité, si cet inconscient pouvait rentrer collectivement en résonance avec des événements importants, des événements marquants. Donc ils ont implanté dans les zones de haute densité de population des capteurs qu'ils avaient bidouillés et qui étaient reliés à des ordinateurs à Princeton en permanence, 24 heures sur 24. Et ils laissaient comme ça tourner les ordinateurs. Et le premier événement marquant qu'il y a eu, c'était la mort de la princesse Diana. Un pic énorme a été marqué par l'ordinateur, enfin par les ordinateurs. Alors après, il y en a eu plein à répéter, puisque l'humanité était au courant de ce qui s'était passé. La même chose pour quand les tours ont été détruites aux États-Unis. La même chose quand il y a eu le tsunami en Asie du Sud-Est. Je crois que c'était en 2004. Mais la grande surprise, donc ils s'attendaient à ce qu'il y ait une réaction émotionnelle que les capteurs ont captée. Et quand c'était les 2 tours, ça passait en boucle à la télévision, donc les réactions émotionnelles n'arrêtaient pas pendant des mois et des mois. Mais la grande surprise de ces scientifiques, c'était de se rendre compte que les pics pour chacun de ces événements les plus importants, c'était quelques heures avant qu'ils arrivent. Et que les pics après, quand les gens voyaient ce qui s'était passé, elles voyaient ça en défilé à la télévision, les pics émotionnels étaient beaucoup moins intenses que 3 heures avant. Donc l'inconscient collectif, notre inconscient, capte des choses. Alors, pour en revenir à cette histoire avec le diffuseur, je présume que mon inconscient avait capté qu'il allait se passer quelque chose et a induit une contre-mesure à mon intention. Voilà, je ne vois pas d'autres raisons. Ça fait penser aux Je ne animaux. pense pas qu'un ange est intervenu pour me faire plaisir, pour mon bien-être. Je pense que c'est moi qui ai mis ça en place sans le savoir, sans m'en rendre compte. Oui, tu disais? Non, je disais juste, ça me faisait penser aux animaux qui sont capables de quitter un lieu quand il y a un danger imminent et que oui, probablement que eux, ils ont vraiment
le lien inconscient-inconscient qui fonctionne mieux que le nôtre, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose... Ouais, Donc si ça marche pour les animaux, il n'y a aucune raison Ouais. que ça ne fonctionne pas pour les êtres humains. Et un jour, on saura quand les cellules de nos cerveaux seront bien pétillantes toutes, on sera sûrement vraiment conscient de ces choses-là, et peut-être que 3 heures avant, on saura qu'il va se passer un truc, et on saura peut-être même ce qu'il va se passer, et c'était pas prévu, c'est simplement que c'est comme si, avec par exemple l'histoire des 2 tours, puisqu'il y avait une intention de la part de terroristes qui étaient là de nuire aux États-Unis, de nuire à la population, d'en tuer le plus possible, ce qui fait que comme ils émettaient une intention, ils s'étaient entraînés, ils étaient même devenus, ils avaient pris des cours de pilotage pour être capables de mener ces 2 avions. Donc ces êtres-là, dans les éthers de l'espace, avaient envoyé des intentions très très fortes que très sûrement l'inconscient du peuple américain avait capté. 2 intentions qui se sont rencontrées, toujours inconsciemment. Je ne vois pas d'autre explication à ça. Mais comment ça, le peuple américain, je comprends pas là. Le peuple américain, les capteurs qui étaient positionnés dans les villes de haute population aux États-Unis ont capté l'intention, une charge émotionnelle très forte, 3 heures avant que les tours soient... D'accord, oui. Oui, c'est ça. 3 heures avant. C'est tout ça. Alors, le peuple américain, c'est les ordinateurs qui étaient reliés aux capteurs aux États-Unis qui ont émis une charge émotionnelle très forte, mais il y a eu la même chose un peu partout dans le monde. Puisqu'ils en avaient mis en Occident, ils en avaient mis un peu en Inde, il y en avait dans certaines villes très peuplées, ça a été capté partout. Mais c'est vrai que le pic le plus important, c'était aux États-Unis. Mais partout, ça a été capté 3 heures avant. Fait quoi ? Un être normalement constitué aujourd'hui, donc je parle des êtres comme nous, fonctionne à 94% sur le mode inconscient et seulement 6% sur le monde conscient. Et 6%, c'est énorme par rapport à la majorité des êtres humains. La grande majorité fonctionne à 4% sur le plan conscient, 96% sur le plan inconscient. Ça en fait des choses qui nous restent à manifester, à découvrir, à mettre en place. Hein, parce que même pour nous, 6%, ça ne va pas très loin. Hein, et 94% de fonctionnement inconscient, c'est énorme. Oui. C'est un peu désespérant. Hein. Ou alors, on a une grande marge de progression. Ce qui fait qu'un être qui serait simplement à 8 ou 9% serait un être d'exception, en captant, en étant, je sais pas, en ayant des prémonitions, en étant clairvoyant, clairaudient, simplement à 8 ou 9%. Hein. Alors si on était à 20%, on serait des êtres bien mieux que les super-héros là, dans les films américains. Alors le karma, ça dépend aussi un peu de notre façon de penser, de notre mental. Oui, absolument. C'est en lien avec notre façon de penser, mais notre façon d'être aussi, au quotidien, notre comportement, bien évidemment, qui n'est pas forcément toujours induit par des modes de pensée, mais qui peut être simplement induit par des comportements d'ordre émotionnel ou simplement d'ordre physique. Mais en tout cas, en permanence, il y a un plan. Ça peut être le champ éthérique, le champ émotionnel, le champ mental ou le champ spirituel en nous qui agit. Alors c'est vrai que quand c'est le champ émotionnel, les réactions ou les relations du karma sont ce qu'elles sont. Quand c'est le mental, si c'est le mental intellectuel, ça peut enfermer la personne dans des systèmes de croyances, de pensées. Quand c'est le mental illuminé, eh bien, ça laisse à la personne présager un avenir bénéfique. Et puis si c'est des intentions qui sont émises par l'âme, par le champ spirituel en nous, on fait du bien à tout le monde, enfin à tous les gens que l'on rencontre. On est dans ce que j'appelle la manifestation du bien commun. Mais quel que soit
les émanations en nous qui proviennent émotionnelles, mentales, inférieures, mentales supérieures ou champ spirituel, eh bien, on émet toujours des intentions et une intention crée des effets particuliers que l'on peut transformer, bien évidemment. C'est pas parce qu'une chose a été écrite que c'est gravé dans le marbre, mais c'est gravé dans le marbre pour les personnes qui ne se remettent pas en question. C'est-à-dire qu'il y a un bon karma ou un mauvais karma. En fait, Oui, elles vont dire j'ai un mauvais karma, voilà, tout simplement. J'ai un mauvais karma aujourd'hui, mais un mauvais karma pour toute ma vie, c'est ça que je veux Oui. dire. Si on change de personnalité, si on travaille sur soi, qu'on change certaines habitudes de l'ego Oui. en essayant de nous orienter vers, par exemple, de la paix, en pardonnant, tout ça, ça change notre karma. Absolument, C'est ça oui. qu'on appelle la créativité. Quelqu'un qui voue une haine à un individu et puis à un moment donné, pour une raison quelconque, il change de comportement et il se dit mais à quoi bon, pourquoi haïr comme ça, je vais pardonner. Eh bien cette personne, elle change le cours de son existence. Et elle peut aussi changer le cours de l'existence de l'autre personne à qui elle a envoyé des pensées de haine. Et peut-être que l'autre personne qui était peut-être dans le même état d'esprit, peut-être que ça va agir sur elle bénéfiquement, et puis que du jour au lendemain, peut-être qu'elle aura plus de pensées de haine, ou peut-être que la vie va les séparer, ou peut-être qu'elle restera avec sa pensée de haine, mais en tout cas la vie les séparera. S'il n'y aura plus d'incidence qui sont là, puis cette personne-là, sa haine, eh bien, il faudrait qu'elle la décharge sur quelqu'un d'autre. Il lui faudra un jouet pour exercer ses pensées, ses émotions. C'est là que le travail psychologique a un intérêt par rapport Absolument. au karma. Un travail sur soi, on change sa manifestation karmique, immanquablement. Et aussi, À moins que l'on vienne, excuse-moi, à moins que l'on vienne avec une intention très forte à un moment donné de changer de paramètre, ce qui fait que là, c'est le karma, il a même été conditionné, même avant notre naissance, avant qu'on s'incarne, parce qu'on avait déjà émis une intention extrêmement forte à ce moment-là. Moi, je sais que j'avais mis une intention très forte avant de m'incarner, sauf que pendant 23 ans, je l'avais contrecarré. J'étais pas dans ma réalité, et comme j'étais pas dans ma réalité, et que je suis quelqu'un qui, un peu genre samouraï, et j'avais besoin de quelque chose de puissant, de fort, de violent pour me faire revenir sur ma voie, et 9 mois de souffrance à lutter sans pouvoir bouger, à hurler de douleur pendant 9 mois, donc un accouchement. Et c'était extrêmement favorable, donc il fallait que je frappe un grand coup pour me remettre sur ma voie, tout simplement, parce que j'avais pris, avec l'éducation et autres, j'avais pris un chemin qui n'était pas le mien. Donc j'étais pas dans ma réalité, j'étais quelqu'un d'autre. Donc comme j'avais émis une intention très très forte à un moment avant de m'incarner, eh bien cette intention, à un moment donné, elle a agi, une partie de moi s'est dit bon maintenant ça y est, ça suffit, on va passer aux choses sérieuses. Baf, une bourrasque. Et comme j'ai résisté, ça a duré 9 mois. Et qu'est-ce que tu penses, justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis, l'éducation, etc., par rapport au fait que notre âme choisisse la famille dans laquelle on s'incarne. Est-ce que c'est en lien avec le karma? Est-ce que c'est vraiment un choix de notre âme de s'incarner dans cette famille? Oui et non. Oui pour certains, non pour d'autres. Pourquoi oui et non? Une personne qui fait un travail sur elle, bon, elle va se lier la plupart du temps à un égrégore. Donc elle va être en lien avec d'autres personnes qui auront des objectifs assez similaires. Et ces personnes, quand elles sont en phase de désincarnation, elles vont décider de venir sur Terre pour accomplir quelque chose. Alors je sais pas, ça peut être de manifester un nouveau style de musique ou une nouvelle découverte scientifique. Donc ils vont se dispatcher, ils vont s'incarner dans des endroits qui leur paraîtront favorables, donc pas au fin fond de la Mongolie déjà, ou pourquoi pas, mais bon c'est peu probable. Et
ils vont pas forcément se retrouver au cours de l'existence, mais ils connaîtront la réalité de ce que font les uns et les autres, et ils travailleront collectivement, même sans s'en rendre compte, même sans le savoir. D'autres vont se retrouver et vont mettre en place ce qu'ils avaient décidé, sans être conscients de ce qui se passe. C'était inscrit, on pourrait dire, dans leur dharma, dans leur manifestation dharmique. Alors ça marche pour les personnes qui font un travail sur elles, qui ont la capacité de prévoir, de mettre en place, de réaliser des choses. Mais pour le plus gros de l'humanité, les personnes qui ne sont pas encore dans cette dynamique d'évolution, eh bien, il y a un corps qui naît, qui va naître sur Terre, eh bien, il faut qu'une âme vienne l'habiter. Et là, ça se fait par effet de résonance. Alors, ce sont des résonances karmiques collectives. Là. Ce qui fait qu'un être qui, lors de ses incarnations passées, a été un terroriste, n'a jamais remis en question ce système de croyance qui croit être dans la vérité, eh bien, il va se choisir, enfin, il va pas choisir, il va être attiré par un groupe local, familial, un groupe peut-être national, qui sera dans cette dynamique d'existence. Chez qui, par exemple, ou quelqu'un qui est un fanatique religieux. Il a peut-être été un fanatique chrétien, après un fanatique musulman, après dans sa dernière incarnation un fanatique juif religieux, eh bien il va être appelé par effet de résonance dans un milieu où le fanatisme religieux est d'actualité. Quel que soit, il ne va pas forcément revenir auprès d'un égrégore juif ou musulman ou chrétien. Il va pas choisir, il va être appelé. Il y a un enfant qui naît dans un lieu où il y a du fanatisme religieux, il va être appelé inconsciemment parce qu'il ne s'en rend pas compte, en résonance, il va se mettre en résonance avec ce milieu et il va s'incarner dans une famille particulière au sein d'un groupe spécial. Voilà. Et donc là, c'était pas voulu, c'était pas décidé, c'est simplement le karma collectif, la personne, un enfant né, il faut qu'une âme vienne s'incarner, et donc par effet de résonance, c'est une âme qui est en résonance avec le milieu dans lequel l'enfant va naître, tout simplement. C'est aussi son karma personnel quand même, parce que sa violence, il va la retrouver dans la famille. Ben oui, puisqu'il manifeste ce genre de pensée ou cette qualité d'être, enfin cette non-qualité d'être, voilà. Oui, que ce soit par effet de résonance ou par choix réel, finalement, enfin par choix plus ou moins conscient, finalement c'est un choix quand même. Enfin, je veux dire, ça revient au final à un choix de toute façon. Enfin, un choix qui n'est pas un choix pour certains. Ouais. Mais malheureusement, c'est encore pour beaucoup aujourd'hui. C'est le milieu qui devient le coordonneur de ce qui se passe, le milieu ambiant qui devient maître de cérémonie et qui agit. Des fois, on n'est pas du tout d'accord. Des fois, Comment ? On n'est pas du tout en accord avec le milieu dans lequel on est tombé. Attends, je n'ai pas compris. Des fois, on n'est pas du tout en accord avec le milieu. Oui, dans lequel dans on ces est cas-là, tombé. quand on est un être qui fait un travail sur soi, la question à se poser, c'est pourquoi je suis venu dans cette famille. Et là, ça devient une question très intéressante. Parce que la réponse n'est pas forcément celle que l'on s'imagine. Donc là, ça vaut le coup de se poser la question. En tout cas, moi, je me la suis posée, parce que le milieu dans lequel je suis venu, c'était pas forcément, de mon point de vue, c'était pas le milieu le plus favorable, c'était même épouvantable. Et puis, un jour, j'ai compris pourquoi j'étais venu dans cette famille, et j'en ai compris les raisons, et c'était extrêmement favorable. J'ai eu bien raison de choisir cette famille, même si pendant 21 ans, je haïssais mon père. Et alors, qu'est-ce que ça peut être justement la raison ? Je prends mon cas. Pas forcément. Je prends mon cas parce que c'est plus facile. Hein. Il avait un père qui était dominateur.
Et mon père, il était considéré, alors c'est amusant, il était considéré dans un certain milieu comme un gourou, c'était une référence. On l'appelait Monsieur Jean. Quand Monsieur Jean arrivait, tout le monde se taisait, c'était le grand silence. Donc tout le monde avait une idée de Monsieur Jean très particulière. Il amusait tout le monde. Aujourd'hui, il aurait pu être un comique sur scène. Tout le monde l'adorait, sauf les très 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 proches de la famille, ma sœur, ma mère et moi. Tout le monde l'adorait. Et donc, j'ai jamais, jusqu'à l'âge de 21 ans, parce qu'à l'époque c'était 21 ans, on ne pouvait pas partir avant 21 ans, l'âge légal. Et jusqu'à 21 ans, il m'a dicté ma conduite, qui était aux antipodes de ce que j'aurais voulu faire. Alors l'intérêt, c'est que quand j'étais enfant, je me disais, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment faire pour éduquer un enfant, mais en tout cas, je sais ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai l'exemple en permanence à la maison. Donc mon père m'a dominé. Et je me suis rendu compte, donc après qu'il soit décédé, un jour je me suis rendu compte que j'avais en moi la tendance au gourou et que j'avais la tendance à imposer à mes proches mes points de vue, et je faisais ça en toute bonne conscience, hein. Je faisais ça pour leur bien, j'estimais que pour telle personne, c'était quand même plus favorable d'agir et de penser ou de faire de telle chose plutôt que telle autre, et donc quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte, je me suis dit, j'avais ça dans mon passé, j'ai été gourou dans mon passé, donc j'ai sûrement dirigé l'existence de quantité de personnes, et je suis venu dans une famille où j'avais un père dominateur pour me montrer ce qu'il ne fallait plus faire. Alors, je pensais avoir trouvé la réponse, et j'ai eu confirmation de ça des années plus tard, suite à un coma profond, j'ai fait une NDE, je suis parti de l'autre côté, et il y avait une bonne centaine de personnes qui m'attendaient, qui étaient venues m'accueillir. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que pendant 3 jours, moi je leur disais, je ne peux pas rester avec vous parce qu'il y a Marie-Odile et les enfants à la maison, il faut que je retourne. Et ils me disaient, mais non, Marie-Odile, elle se débrouillera. Ils connaissaient Marie-Odile, hein, tous, elle se débrouillera très bien. Et il y avait des gens de trois époques différentes, des gens habillés à la mode du 19e siècle, des Français ou Belges, d'autres qui étaient habillés à la mode du XVIIe siècle, sûrement en Italie, et des moines tibétains du XVe siècle. Donc j'avais des personnes de mes 3 dernières existences qui étaient venues m'attendre. Et je me disais, mais pourquoi sont-ils venus? Ils auraient dû m'inciter à repartir. Pourquoi voulaient-ils absolument que je les retrouve? C'était des disciples de mes anciennes vies. J'étais effectivement un gourou. Ils venaient chercher leur maître à penser. J'ai dit, bon Dieu, j'ai fait le travail sur Terre, il va falloir que je refasse ça de l'autre côté. Et quand je vais me désincarner, voilà. Donc j'ai eu confirmation de la sensation que j'avais eue. J'étais un gourou. Et donc j'ai passé quelques années à casser cette image. Et donc j'ai réussi, hein, j'ai bien réussi à la casser. Si je ne l'avais pas cassée, aujourd'hui je serais très connu, je vendrais des milliers de livres, on me ferait venir un peu partout dans tous les milieux dits spirituels et ésotériques, et ce n'est pas le cas. Donc j'ai bien réussi à casser mon image, peut-être un peu trop même, mais bon, j'ai bien réussi. Là je suis tranquille, c'est fini, le gourou n'existe plus. Tu avais quel âge quand tu as fait cette NDE? C'était il y a 20 ans, donc j'avais 50 ans. Ouais, 20 ans juste, précisément. Ouais. 3 jours, intéressant. Hein, parce que dans les temps anciens, quand un élève, un disciple d'un maître veut passer une initiation, il était mis en mort, ce qu'on appelle aujourd'hui une mort clinique, pendant 3 jours pour aller visiter les plans supérieurs, et c'était donc le maître qui leur amenait à la vie par le biais de l'école en question. Donc il fallait que le disciple ait vraiment une confiance totale en son maître. Et aujourd'hui, ce genre d'expérience, ça se fait plus forcément de maître à disciple dans des écoles ésotériques, ça se fait dans les hôpitaux, quand il y a des gens qui ont des NDE, des changements de vie, des changements de paradigme, parce qu'ils se rendent compte que la mort n'existe pas, que la vie se poursuit. Cela dit, il y en a certains, ceux qui sont dans la peur de l'existence. Il y a des quantités de témoignages, des personnes qui se sont retrouvées dans le tunnel, et c'était atroce, des hurlements, c'était des cris, des
peur. Et quand ils reviennent de leur NDE, la peur de la mort, elle est démultipliée. Alors que pour la plupart, vous avez sûrement lu des témoignages, hein, des gens qui voient la lumière qui est au bout du tunnel. Il y en a même certains qui vont assez loin, qui rencontrent des personnes qui viennent les chercher, qu'ils connaissent, des personnes qui ont peut-être bien compté pour eux dans cette vie, ou peut-être dans une autre vie, parce que dans ces cas-là, moi, quand j'ai recontacté cette bonne centaine de personnes, c'est comme si je les avais quittées 15 jours auparavant, hein, même les moines tibétains qui devaient dater au moins du 15e siècle. Je connaissais tout le monde, c'était des amis très très proches. Il y avait 5 siècles d'existence avec certains, mais oui, je les avais quittés il y a 15 jours. C'était, voilà, comme toi qui es venu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, pareil, c'était du même niveau. Là, le temps n'existe plus, hein, totalement aboli. Donc voilà, l'expérience du tunnel, pour beaucoup, change complètement leur existence. Ils changent de paramètres, donc ils changent de karma. Ils modifient, et souvent de manière extrêmement positive, leur destinée. Qui n'est plus une destinée écrite, qui est une destinée qu'ils vont se créer eux-mêmes, qu'ils vont se forger chaque jour peut-être. L'histoire de l'âme qui s'incarne avec le thème astrologique, elle peut atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, elle peut ne pas l'atteindre ou elle peut le dépasser. Alors c'est ça la destinée. La destinée, elle est en nous. Quand malheureusement il y a une destinée qui est écrite d'avance, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui se laisse aller, qui ne se prend pas en main, qui ne lâche pas prise, qui vit dans la peur, qui considère que l'on ne change pas. Il y a plein de personnes qui considèrent que l'on ne change pas, que changer, c'est complètement antinaturel. C'est pas normal de changer. On est comme on est, on reste comme on est. Donc malheureusement, ces personnes, la notion de karma, si on est un peu astrologue, tarologue ou simplement psychologue ou intuitif, on peut voir vers quoi se destine cette personne avec un taux de réussite extrêmement précis, hein. Parce qu'elle est sur des rails, elle n'en bougera pas. Donc ne pas rester sur les rails, ne pas rester sur les autoroutes et prendre le plus d'embranchements possible dans son existence. C'est le meilleur moyen de se créer un fabuleux karma, riche en événements, riche en créativité, riche en expériences. Parce que c'est ça le karma, c'est pour nous faire vivre des expériences. Alors autant qu'elles soient le plus créatives, le plus riches possible. On en bénéficiera énormément. Et les autres aussi également. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Karma, source de créativité », parce que c'est la réalité. Quand on se prend en main, on crée sa destinée. Non, on crée ses destinées, pas sa destinée. On peut se créer une suite de destinées. Et chaque nouvelle destinée est encore plus riche que la précédente, quand on le fait consciemment. C'est génial. Le karma, c'est pas que le coup de massue sur la tête, heureusement. En fait, on danse avec le karma. Oui, on danse avec le karma, c'est ça. Le tango du karma, ou la salsa du karma. Là, je vous ai... C'est clair. Sur un petit nuage. Ça me fait penser vraiment à la notion de conscience. Oui. Enfin, j'allais dire d'hyperconscience et d'être aussi d'être observatrice c'est la clé. De l'ensemble des actes qu'on pose et de tout ce qu'on fait, du plus petit geste, enfin de tout. C'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Qui sous-tend ce que tu expliques, je trouve que c'est... Oui, être observateur de son existence pour se créer la meilleure existence possible. Et quand on est dans cette dynamique de vie, eh bien, la vie est géniale. Riche, extrêmement riche. Alors pas forcément sur le plan pécunier, mais riche en expérience, riche en amour, riche en émotions, riche en pensée, riche à tous les niveaux. Parce que c'est pas parce qu'on a un bon karma qu'on va avoir un compte en banque extrêmement fourni. Après, ça dépend de la nécessité de la personne qui vient en incarnation, de son objectif de vie. Il y en a certains qui ont pour objectif d'être connus, d'avoir beaucoup d'argent, d'autres de réaliser des choses dans leur coin, dans leur quartier. C'est pas parce que on est Premier ministre que l'on a un meilleur karma que la personne qui va créer une association de quartier. La personne qui va créer une association de quartier, elle va donner le meilleur d'elle-même dans son environnement. Le Premier ministre, il est censé le faire pour la nation.
Cela dit, c'est plus facile pour un quartier que pour la nation. Hein. De t'entendre, ça me fait dire qu'en fait, un bon karma, c'est un karma. Il peut être bon pour quelqu'un et nul pour quelqu'un. Absolument. Oui. En fait, de ce qu'on a envie de faire. C'est l'histoire du verre d'eau. Il est à moitié vide pour certains. S'il est à moitié vide, eh bien, on veut le garder précieusement parce que si quelqu'un y touche, il va nous priver. Et s'il est à moitié plein, il y en aura toujours en abondance pour tout le monde. Voilà. C'est toujours une question de regard que l'on porte sur soi, sur le monde extérieur et sur la vie. Donc que notre regard soit le plus large possible, le plus riche possible, le plus ouvert possible. Voilà. Et là, on aura un bon karma. Même si j'aime pas trop cette idée de bon karma ou de mauvais karma, c'est une image, quoi, voilà. Et qu'est-ce que tu penses il y a quelque chose qui est très en vogue depuis des années, en particulier dans le milieu spirituel, du nettoyage karmique de nos anciennes vies, qu'il faut nettoyer parce que sinon ça nous pèse et que ça nous induit dans notre destinée, parce que c'est trop pesant et c'est pas suffisamment nettoyé et qu'il faut nettoyer et couper avec d'anciennes vies pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Tout processus thérapeutique est censé agir dans ce sens. Tout processus spirituel est censé agir dans ce sens. Voilà, c'est bien de faire un travail sur soi, quel qu'il soit, pour, comme tu dis, pour nettoyer, pour enlever des couches, et pour en créer de nouvelles qui seront plus rayonnantes, plus belles, plus chatoyantes. Donc c'est s'installer dans le présent aussi. Oui, et c'est vivre l'instant présent aussi, oui. De ne pas être toujours dans le passé. Quelqu'un qui est dans le passé, malheureusement, il est retenu par quelque chose. Il y a comme un poids, il a des valises, il y a des wagons qui sont pleins, qui le retiennent, qui l'empêchent d'aller de l'avant. Donc se libérer du passé, ça c'est aussi l'une des très très grandes clés, et vivre l'instant présent. Alors pas forcément non plus se projeter dans le devenir, on peut le faire un peu, mais ce qui est important, c'est vivre l'instant présent. Et là, dans ces cas-là, l'être est disponible à tout ce qui va se passer. Il est ouvert, disponible, il est dans l'accueil, et s'il y a quelque chose qui pourrait contrecarrer sa façon d'être, ses objectifs, il va le voir tout de suite et il va pouvoir rectifier les choses, parce qu'il est présent à ce qu'il fait. Et quand on est présent à ce que l'on fait, on ne peut pas agir de manière malencontreuse, on ne peut pas faire mal. On fera parce qu'on va faire le mieux possible, même dans un domaine où on n'a aucune compétence. À partir du moment où on met du cœur dans ce que l'on fait, eh bien, je le dis souvent aux personnes qui sont apprentis thérapeutes, si vous avez une très bonne intention, si vous êtes bienveillant, vous ne pouvez pas faire de mal à la personne. Vous ne pouvez lui faire que du bien. Peut-être qu'elle a besoin que de ça, la personne, de repartir avec quelqu'un qui lui a fait du bien, qui lui a dit des mots réconfortants, sans faire un travail en profondeur. Quand on a une intention comme celle-là, eh bien les résultats sont toujours favorables. C'est ça le karma. Quelle heure est-il ? 1h25. Plus rien ? On médite. Ça a abordé beaucoup de choses déjà que j'avais... Comment ? Ça a abordé déjà beaucoup de choses que j'avais en tête. Une question, alors. Oui. Quand une personne s'incarne dans une famille et qu'elle est placée en famille d'accueil avec les mêmes problématiques. Elle est placée en famille d'accueil et en fait, quand tu nais dans une famille et que tu es placé en famille d'accueil... Dysfonctionnelle, tu veux dire une famille dysfonctionnelle. Ouais. L'enfant est retiré, il est mis en famille d'accueil ou dans un... Et où la famille d'accueil... Ah, la famille d'accueil a la même problématique que... Eh bien là, il faut qu'elle s'en prenne aux responsables de l'ASE qui ont manqué de discernement. Non, mais tout simplement, c'est que par effet de résonance, c'est que la personne, elle est vraiment engluée dans une problématique, et elle l'est tellement que, par effet de résonance, eh bien, tant qu'elle ne se sera pas défait, et puis malheureusement, le jeune, il n'a pas beaucoup de moyens de se défaire de ce genre de choses, eh bien, il subit. Pour le moment, il subit, jusqu'au moment où il pourra prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui a été mis en place,
toujours inconsciemment, et là il peut changer tous les paradigmes de son existence. Mais autrement, il est un enfant de toute manière, il est ballotté à droite à gauche, malheureusement. Tant qu'on n'a pas la faculté de prendre en main son existence, sa destinée, on est ballotté par les événements, et toujours cet effet de résonance, les événements nous mettent en lien avec des éléments ou des êtres qui sont en résonance avec ce que l'on est. Mais si par contre la personne tombe dans une famille dysfonctionnelle et qu'elle est mise dans une famille d'accueil, et que la famille d'accueil va être extrêmement généreuse, va lui ouvrir des portes, c'est que cette personne, quelque part, elle a fait un bon karma malgré tout. C'est difficile de le dire autrement. C'est qu'elle était, ou elle s'était même peut-être elle s'était peut-être conditionnée pour avoir un début difficile. Pour quelle raison, ça j'en sais rien. C'était sa raison à elle de le faire et de rectifier très vite pour peut-être avoir une expérience qui peut-être un jour lui servira. J'ai eu comme ça dans mon passé, je connaissais deux personnes, c'était des vieilles dames, elles étaient mamies toutes les deux, et donc leur fille, elles se connaissaient pas, elles faisaient partie de la même école ésotérique, mais elles se connaissaient pas. Et donc sa fille, l'une des filles de l'une de ces personnes avait un enfant qui à l'âge de 2 ans est décédé, comme ça, un accident de parcours. Et donc ça a été le drame terrible. Donc la grand-mère, qui était versée dans la spiritualité, l'ésotérisme, lui a parlé de réincarnation, mais sa fille, la douleur l'emportait. 9 mois après, naît un enfant dans la même famille, et les parents avaient, de douleur, ils avaient fermé à clé la chambre du petit garçon. Il n'y était jamais retourné, et quand la petite fille a été en âge de s'exprimer, elle réclamait sa chambre, elle ne voulait pas rester dans celle où elle était, elle réclamait ses jouets, et elle voulait qu'on l'appelle autrement, c'était pas son nom. Et donc c'est la même personne qui est revenue 9 mois après. Pourquoi avait-elle eu... Alors est-ce que c'était un accident, peut-être un accident de parcours? Les accidents arrivent, hein, rien n'est écrit absolument d'avance. Peut-être qu'il y avait un plan qu'elle avait mis en place pour X raisons de se désincarner, de se réincarner très vite. Et l'autre famille, enfin l'autre dame, l'autre amie, c'était la même chose, sauf que sa fille avait une petite fille, et puis à l'âge d'1 an et demi, elle est décédée. Ils avaient fermé la porte à clé, plus jamais personne n'y était rentré dedans. Et quand le petit garçon qui est venu 9 mois après a été un âge de parler, il demandait sa chambre, il demandait ses jouets. Donc pour quelles raisons se sont-ils désincarnés très vite, et pourquoi se sont-ils réincarnés? Ils avaient leurs raisons. Moi, n'étant pas clairvoyant, je n'étais pas capable de déceler pourquoi. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était en place, puisqu'ils sont revenus dans la même famille. Donc il devait y avoir des liens de résonance très très forts. Oui, Marie-Odile? Oui, dans les liens karmiques, il y a aussi les adoptions. Parce oui. Que souvent les adoptions, certains enfants, les adoptions tardives, par exemple, les enfants commencent une vie difficile, et à mon avis, ils clorent quelque chose de leur karma d'avant, et après il y a une transformation quand ils rencontrent leur famille adoptive, oui. Avec laquelle c'est un peu comme une nouvelle naissance, mais dans cette vie-là, il y a 2 vies, il y a la vie d'avant, et l'adoption est toujours présentée comme... Enfin, souvent, beaucoup de gens pensent « Oh là là, le pauvre, il a été adopté », alors que c'est une chance extraordinaire, oui. Et une résonance magnifique avec les parents adoptants quand l'adoption devient une histoire d'amour. Peut-être que la première résonance n'était pas... Oui, parce qu'il y a des parents adoptants dans l'Assemblée, voilà. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que peut-être que la résonance de départ n'était pas si favorable que ça, et peut-être que la deuxième résonance avec l'adoption était là vraiment une très très belle résonance. On est allé se retrouver avec quelqu'un qui était à 5, 6 ou 7 000 kilomètres. Je pense que ça peut être des libérations karmiques de début de vie, et que beaucoup d'enfants adoptés, quand ils comprennent ça, ils vont s'investir dans la famille d'adoption, alors que s'ils sont toujours en nostalgie de quelque chose qui n'a pas existé, eh bien c'est plus difficile, alors que c'était plutôt une forme de proposition de passer à autre chose, de passer à une autre vibration. Oui, absolument. Et ça arrive très souvent dans les processus d'adoption, quand ils sont réussis.
parce qu'ils ne sont pas tous réussis. Il y a des effets de résonance malencontreux. Il y a des attachements très forts, Oui, karmiques, avec très la forts. famille de la famille d'origine aussi. Là, je vois par rapport à la famille d'accueil, c'est dès 11 mois en fait. Et rester sur dans la même famille jusqu'à la majorité. Oui. Donc je pense qu'il y a peut-être autre chose à chercher de ce côté-là. Les intentions des uns et des autres sont uniques, hein, donc il faut chercher en soi pourquoi. Qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je suis venu expérimenter. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été compris? L'astrologie peut aider pour ce genre de questionnement, mais il faut trouver le bon astrologue. La psychologie peut aider, mais il faut trouver le bon psychologue. Sinon, on cherche en soi. Oui, parce qu'en astrologie, on parle des nœuds karmiques et ce sont les difficultés relationnelles ou certaines relations qu'on a eues difficiles, qu'on doit transmuter, qu'on doit transformer, c'est ça? Oui, aussi. Ou les belles rencontres qui vont se faire. Penser les nœuds, c'est plutôt... Oui, mais il y a aussi les belles rencontres. Heureusement. Il n'y a pas que des nœuds. Non. C'est ce que je dis. Mais c'est vrai que quand on parle de karma, la plupart du temps, les personnes qui en parlent ont tendance à mettre l'accent sur les nœuds et pas sur les réussites. Ça permet de travailler la relation, c'est ça que je veux dire. Pour la rendre, pour la réconciliation. Oui, oui. Donc, quand on parle du karma, ce qui est bien, c'est d'avoir une vision large, globale, féconde, harmonieuse, créative. Voilà. Une vision créative du karma. Et là, on change le cours de son existence. Hein. Parce qu'on n'est plus dans des modes de fonctionnement inconscients. On prend en main sa vie. C'est ce qui me paraît être la chose la plus essentielle qui soit au cours d'une existence, de prendre sa vie en main, d'être créateur de son existence. Alors on n'a pas besoin d'être artiste pour être créateur de son existence, hein, mais on peut être un artiste de son existence, sans avoir des dons artistiques. Créer sa vie, c'est être créateur, d'être un grand artiste. Il y a des êtres qui sont des grands artistes de leur existence, qui mettent en place des choses extraordinaires, fabuleuses, mais pas forcément grandioses. On peut faire ça dans son coin, auprès de quelques personnes, de quelques amis, parce qu'on n'a pas forcément tous la destinée d'être vraiment connus, d'être reconnus mondialement, mais on peut agir. Il y a un leitmotiv que j'aime bien, c'est une planète, une humanité, une destinée commune. Et en continuant en disant « personne ne peut tout faire », mais tout le monde peut faire quelque chose là où il se trouve. Voilà. Ça, c'est la clé d'une vie pleine, heureuse et créative. Donc d'un très bon karma. C'était vraiment penser à l'histoire du colibri. Hein. À l'histoire de... L'histoire du colibri. Oui, exactement. L'histoire du colibri qui, dans son petit bec, emmène la goutte d'eau pour... Enfin, c'est vraiment ça, c'est comment je peux participer à quelque chose de plus grand pour qui peut servir... Je fais ma part. Voilà, c'est ce que dit le colibri. Je fais ma part. Là où je me trouve. Et le karma, ça veut dire action quand Oui, même. ça veut dire... Oui, la notion de karma, il y a le karma yoga. Le yoga de l'action. Donc de quelqu'un qui met des choses en place. On est tous impliqués dans cette espèce de karma yoga, mais sauf que certains le font consciemment et d'autres sans s'en rendre compte. Quand on est actif de son existence, quand on est maître de son existence, eh bien on est un grand pratiquant de karma yoga. Sans faire la moindre pause, le moindre exercice de respiration, on est un grand pratiquant de yoga, un grand yogi. Voilà, le yogi de la créativité. De l'action, de la créativité. Et du coup, comme tu disais au tout début, que les synchronicités peuvent être justement manifestations du karma. Ah, c'est une manifestation des résonances que l'on met en place. Bah, c'est l'histoire de ce vieux monsieur et de ces vieilles dames qui, 60 ans après, l'un était toujours dans le cœur de l'autre, ils se sont retrouvés. Parce que il y a, au niveau de la pensée, au niveau des manifestations karmiques ou dharmiques, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Quand un lien est créé, il est intemporel.
On peut se retrouver 3 vies après, 5 ou 6 siècles après, s'il y a un lien très fort, on se retrouvera d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est que de manière très fugace. Le lien est là, et au bout de pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, on va s'apporter mutuellement quelque chose, où la personne va nous apporter énormément, où on va apporter énormément à cette personne, et puis chacun part de son côté poursuivre son existence. C'est le lien de résonance qui, à un moment donné, nous a réunis, ou peut-être que en lisant, moi, combien de fois j'ai rencontré des membres de la famille d'âme à laquelle je suis connecté pour le moment, en lisant un livre, je dis, ah ben tiens, là c'est un de mes frères ou une de mes sœurs qui a écrit ce livre, j'aurais pu l'écrire à sa place, où il prend mon livre, il se dit, tiens, voilà un frère de famille d'âme qui est là. J'en ai rencontré plusieurs au cours de mon existence, sans les voir, simplement en les lisant ou en les entendant lors d'une conférence. Tu te dis que tu aurais pu l'écrire exactement. Je reconnais la vibration que ces êtres émettent est quasiment identique à celle que j'aimais. Donc il y a un lien très fort qui nous relie. Ou peut-être qu'on a fait partie d'une même famille d'âme par le passé, ou peut-être qu'on va faire partie de la même famille d'âme dans le futur, mais en tout cas il y a un lien très fort qui nous unit, même si on ne s'est jamais rencontrés. Deux personnes qui pensent à la même... Quand j'étais éditeur, c'était en 88, j'achète les droits d'un livre d'une psychologue jungienne allemande. Et le livre s'appelait « Tout est psychique ». Moi, à l'époque, j'étais un peu dans l'ego, je dis « Tout est psychique », c'est un peu vulgaire comme thème. Je me suis bien planté là, ce jour-là, et j'ai trouvé un titre qui me plaisait beaucoup. Ces mots, M-A-U-X, qui parlent à ma place. J'étais très content avec une peinture de comment il s'appelle, le copain de Picasso, Braque, où il y avait deux visages, le même visage en double. Le même mois, 3 éditeurs très connus, moi j'étais un petit éditeur, 3 grands éditeurs sortent des livres de psychologues jungiennes en jouant avec ces mots M-A-U-X, ces mots M-O-T. 4 livres qui sortent le même mois avec ce jeu de mots sur des thèmes, tout est psychique dans la vie. Eh bien, on était en résonance, sauf que j'étais tellement en résonance avec eux que j'ai pris des titres identiques. Moi, je me suis planté, c'est moi qui en ai vendu le moins. Les 3 autres ont eu beaucoup plus de succès que moi. Si j'avais été un peu moins en résonance, j'aurais gardé le titre original et j'aurais peut-être fait un tabac avec tout est psychique. Mais ouais, ce qui est amusant, c'est que voilà. 4 éditeurs qui ne se connaissent pas sortent quasiment le même livre, avec quasiment le même titre, le même mois. C'est ça les effets de résonance. Hein. Et on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré, on se rencontrera sûrement jamais. Ah oui, c'était pas qu'ils avaient pompé les idées des autres ou de toi. C'était pas ça, c'est pas qu'ils avaient pompé l'idée. Ah non, pas du tout, personne n'avait pompé l'idée sur l'autre. C'était dans l'air du temps, quoi. On était 4 éditeurs à avoir eu la même idée au même moment, qui ont eu entre les mains 4 manuscrits différents, écrits en Allemagne par des psychologues jungiennes. Il fallait le faire quand même. Mais moi, je pense aussi que ton livre, Ameline et Golaï, est un livre qui parle vraiment de ça. Mon roman initiatique. Oui. Ben oui, c'est le but, c'était le thème du livre. Oui. Des relations qui se nouent entre des êtres sur le plan intérieur et qui se retrouvent.